Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis, la route vers Survivor Series prend fin avec ce WWE SmackDown du 29 novembre 2024 depuis Salt Lake City en Utah. Je pense pas qu'il était en direct parce que de mémoire, il me semble qu'ils en avaient enregistré un la semaine dernière. Oh oui, oh oui. Et donc, Survivor Series, comme on le sait tous, et comme je le sais, parce que ça va être le deuxième gros PLE de l'année de la WWE que je vais regarder et reviewer. Ça se dit reviewer, peut-être, oui. C'est un pay-per-view qu'on a préparé franchement depuis des mois. J'ai l'impression que même déjà à SummerSlam, on le voyait venir. Et pourquoi je dis ça? Parce que voilà, SummerSlam, ça a été mon premier gros PLE de la WWE que j'avais analysé et reviewé. Et franchement, j'y pensais ce matin. C'est énorme parce que fou, ça fait quoi maintenant plus de 4 mois que je regarde tous les shows toutes les semaines. Et non, alors non seulement je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas parce que je le regarde avec un œil différent. Je le regarde pas avec l'œil juste du catcheur qui veut catcher là-bas. Je le regarde avec le gars qui doit faire ensuite sur YouTube une review d'au moins 30 minutes à 1 heure et qui doit donner le maximum de lui-même dans son analyse et dans son partage à la fois des connaissances mais du ressenti. Et c'est une charge à part entière et ça donne encore une fois un axe de visionnage du catch complètement différent et ça je kiffe. Et deuxièmement, dans un certain sens, et donc c'est pour ça aussi que je vous remercie, ça a redoré, on va dire, ma passion pour le fait de regarder du catch à la télé. Parce que attention, la passion du catch elle est toujours là. Mais comme j'en ai déjà souvent parlé dans les reviews, ça faisait pas mal d'années que regarder du catch c'était que le classique que je fais, ça fait longtemps que j'ai pas fait dans les reviews. Et là en fait, avec la chaîne, avec vos retours, avec votre participation, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, voilà, nos commentaires. Mais par contre, des commentaires, on va en faire pour ce WWE SmackDown. Oh oui, oh oui. Alors, bien évidemment, c'était un show où il y avait un segment qu'on attendait tous. Le sit-down, le face-à-face entre Roman Reigns et CM Punk avec au milieu, entre guillemets, en arbitre, Paul Heyman. Alors, ce segment qu'on nous a vendu depuis la semaine dernière, ou alors depuis Raw, je sais plus, son but, c'était de donner du piment à la dernière ligne droite avant Survivor Series et le War Games entre les deux factions de la Bloodline. Est-ce que ça a rempli sa mission? C'est ce que nous allons voir, mes amis. Mais avant ça, alors oui, on commence SmackDown avec une promo pour le match féminin War Games de Survivor Series demain. Alors, avec d'un côté, les babyface qui arrivent dans le ring et alors là j'ai l'impression mes amis qu'il y a Batman dans le ring. Je veux même pas dire Batwoman parce que Rhea Ripley avec son masque, en effet comme vous l'avez dit dans les commentaires, elle ressemble à Batman, mais c'est même pas Batwoman parce qu'en fait quand elle parle comme un mec et donc c'est Batman. C'est un truc de c'est un truc de ouf. OK, bon, meuf, si c'est ta vibe, vas-y, mais je le redis, hein, Rhea Ripley est une femme magnifique. En fait le truc franchement, je vais vous dire. Bon, après, de toute façon, c'est un secret pour personne. On vit dans un monde où, surtout dans le divertissement, on nous vend à fond, je redis, les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes. Ok, d'accord, pas de problème. Si vous acceptez ça, il n'y a aucun problème. Par contre, le truc, c'est, dès le début, l'Office, ils ont été à fond sur Rhea Ripley, justement, dans cette vibe. Je ne vais pas dire qui, mais quelqu'un qui était sur le roster, une catcheuse, m'avait dit... Comment elle m'avait dit ça? Elle m'avait dit... Un jour, je sais pas, elle m'avait montré, mais je crois même j'étais aux States à l'époque, je sais plus. Bon, enfin, j'étais sûrement en vacances, c'était il y a pas longtemps. Elle montre Rhea Ripley à l'écran et elle me dit t'es prêt à voir la nouvelle favorite de l'Office? Et la façon qu'elle avait de dire ça, c'était genre, elle, on va lui mettre, comme on dit en catch, la roquette on va lui strap la roquette enfin, je parle en franglais. We're gonna strap the rocket to her back and et donc le truc c'est ça, et en fait ça a souvent été ça de la WWE, c'est genre, il y avait des gars ou des meufs, dès le début, vous saviez que l'Office les kiffait et qu'ils allaient tout faire pour qu'ils moussent. C'est comme ça, c'est le business, et des fois c'est mérité, des fois ça allait pas du tout. Et enfin ça allait pas du tout, de toute façon on le voit avec Jade Cargill, ça allait pas du tout dans le sens que c'est pas des gens à la fois passionnés, surtout c'est pas des gens qui bossent dur dans le ring, c'est juste peut-être parce qu'ils ont un gros passé,
Ils ont un gros nombre de followers sur les réseaux sociaux, peut-être. On sait pas. Enfin, on sait pas. Oui, des fois, on sait la plupart du temps. Mais voilà. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et en tout cas, voilà. Rhea Ripley, dès le début, ils l'ont kiffé. De toute façon, après, à juste titre, elle est excellente dans le ring. C'est une très, 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 très bonne catcheuse. Mais à la fois son booking et son perso, maintenant, je pense, sur le court terme, les gens, ils vont se lasser. Parce que c'est surtout par rapport au booking. Parce que je redis, un babyface, vous pouvez pas le booker comme étant Superman ou Superwoman, ou dans ce segment, Batman. Oh oui, avec son masque noir. Parce que même ça, en fait, le truc, c'est ça qui est incroyable, c'est que si elle a vraiment la gueule cassée, genre, elle revient au bout de 2 semaines. Mais ça, vous l'aviez montré du doigt dans les commentaires également. J'allais dire, c'est dommage pour elle, parce que, son parcours serait tellement plus fort le niveau long terme surtout si il lui mettait un peu plus de difficulté sur la route, mais bon, enfin bref. Donc mes amis, alors par rapport à la promo, donc tous les babyface parlent une par une, puis les heels arrivent, les 5 heels du Wargames féminin arrivent et leur répondent en tac au tac. C'est du back and forth, c'est à toi, à moi. Et mes amis, alors, sans vouloir être méchant, ce segment était franchement très oubliable. Pourquoi? Parce que le niveau des répliques, alors, il a dû être écrit, je sais pas, mais il a dû être écrit soit à la va-vite, soit par un enfant. C'est du niveau de la cour de récré. C'est... Je vais te battre demain. Non, c'est moi qui vais te battre. Non, mais toi, de toute façon, t'es pas belle. Eh ben non, c'est toi-même. C'est wow, c'est yo. On est en train de nous vendre un des gros matchs du Survivor Series, qui est un des plus gros shows de l'année. Et en fait, la promo qui est censée, comme on dit en anglais, mettre le clou, drive the stake home, c'est-à-dire amener le pieu à la maison, en fait, elle pue. Franchement, cette promo, c'était franchement, mes amis, naze. Et ça n'a pas vraiment hypé le Wargames féminin, et c'est dommage parce qu'en fait les catcheuses, elles sont toutes vraiment très talentueuses. Et alors, comme je le redis, alors c'est un peu comme le Bloodline, le match avec la Bloodline, les deux Bloodline, le Wargames féminin, il n'y a pas d'enjeu en fait dans ce match, il n'y a pas d'enjeu. Et pire que tout, en plus, non seulement il n'y a pas d'enjeu, parce que les gagnantes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pouvoir se la péter la semaine d'après à SmackDown ou à Raw, à dire on a battu nos adversaires, cool, ok. Et alors qu'est-ce que ça change? Ok, t'as une victoire à Survivor Series, alors oui, techniquement tu fais plus d'argent dans les storylines parce que t'as gagné ton match. Mais d'un autre côté, bon, c'est pas comme si... alors, justement, j'y ai pensé parce que, donc, comme j'allais dire, il n'y a pas d'enjeu. Mais le pire dans tout ça, c'est que les deux championnes sont piégées dans ces matchs. Donc, ça veut dire que les titres féminins vont même pas être défendus dans des matchs simples. C'est incroyable pour un match, pour un show aussi important que Survivor Series. Et donc, en fait, le truc qui aurait été pas mal, c'est de mettre un enjeu dans ce match. Genre, par exemple, la catcheuse alors, je sais même, franchement, je sais même pas si c'est élimination Wargames. Est-ce que c'est par élimination ou c'est juste one pinfall et l'équipe gagne? Bref, dans tous les cas, je sais pas s'il y avait eu un enjeu du genre s'il y en a une qui arrive à battre, je sais pas, voilà, si les babyface battent l'équipe des heels, en fait, elles feront un match entre elles pour déterminer qui aura sa chance pour le titre de sa marque respective. Je sais pas, quelque chose comme ça. Au moins je redis, au moins qu'il y ait un enjeu et que les gens se soucient de savoir qui va gagner ce match. Parce qu'en fait, voilà, c'est exactement ça. Mettons le doigt sur la question, et c'est ça qui est énorme. C'est ça, mes amis, que je kiffe avec les reviews. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, bel esprit, que la review de TNA hier, a eu beaucoup de succès. Et elle continue. Et je vous invite très sincèrement à aller la regarder, parce que quand je me mets à parler comme ça de catch, il commence à me venir des idées et un partage de connaissances que j'ai pas du tout prévu à l'avance. Et donc, tout ça pour dire, ce Wargames féminin est l'exemple parfait que si dans un match, l'issue du match et donc le vainqueur importe peu, et ben les gens vont s'en foutre. Si on donne pas de l'importance à la victoire et à la décision, à la décision d'un match, et ben les gens vont s'en foutre. Parce que le catch, c'est quoi? Le catch, c'est une histoire, une rivalité qui doit se régler dans le ring, et se régler dans le ring par rapport à un vainqueur et un perdant. Là, c'est quoi l'histoire de ce Wargames? C'est juste les meufs sympas, elles se sont fait yesh pendant des semaines pour régler leur compte dans la cage. Ok, d'accord, cool. Mais une fois qu'elles ont réglé leur compte, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont continuer à se tabasser. C'est ça, en fait, c'est pas comme si il va y avoir un point final à toute cette histoire après ce match. Tout comme d'ailleurs, c'est pareil pour la Bloodline. L'enjeu, il est quoi dans le Wargames masculin? C'est juste, voilà, on va se taper sur la gueule, on va se faire très mal, d'accord, cool, mais dans tous les cas, rien ne garantit qu'après ça, c'est bon, c'est fini une fois pour toutes. Donc bon,
pour ça que j'attends beaucoup du Wargames masculin, hein, parce que s'il n'y a pas une issue vraiment qui fait monter la sauce pour après le Rumble et après WrestleMania, je pense que ça aura été un gros gâchis, surtout tout ce temps passé à préparer ce pay-per-view, mes amis. Et donc, je le redis, in-ring promo pour le Wargames féminin, du début de ce SmackDown, très 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 rapidement oubliable, mes amis. Heureusement, on a eu de très 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 bons matchs. On a eu, enfin, en tout cas, trois bons matchs. On a eu 3 matchs excellents. Sur ce SmackDown, j'allais dire masculin, oui c'est vrai, pour une fois c'est les mecs qui ont été meilleurs que les femmes sur un show WWE, ce qui est, je vais pas dire rare, mais ça vaut le point d'être noté, notamment parce que moi maintenant j'ai en tête très souvent NXT. NXT pour moi c'est le show phare de la WWE. Et en fait, quand je regarde les shows sur la route, maintenant je compare toujours à ce que je vois à NXT, je me fais ouais non mais c'est quand même mieux le niveau in-ring à NXT. Sauf, bien sûr, pour le match qui a suivi. Un singles match entre Shinsuke Nakamura et Andrade. Alors tout de suite, bien sûr, magnifique, nouvelle entrée avec nouveau thème d'entrée, si je dis pas de bêtises, pour Nakamura. Oh oui, oh oui, très bon style de heel, tout en strike et tout en agressivité. On voit en fait, on voit qu'un catcheur talentueux et avec l'expérience de Nakamura, comme c'est le cas, il est capable de changer son style et de changer sa vibe, limite en claquant des doigts. Pourquoi? Parce qu'il connaît le métier. Oh oui, oui. Et il se connaît lui-même aussi. Il sait que il peut adapter son style de catch, soit un style un peu plus adapté à rendre la foule heureux, ou alors un style un peu plus dark et sombre. Et c'est ce qu'on a eu avec ce nouveau Nakamura. Franchement, bel esprit, j'aime beaucoup. Et aussi, bien évidemment, attention, Andrade en face, il est excellent. Hein. Donc quand on a deux excellents catcheurs comme ça qui ont une très bonne alchimie, oh oui, ça va donner un super match et c'est ce qu'on a eu. D'ailleurs, en plus, le truc, en parlant de super, Nakamura est quelqu'un de très 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 talentueux. Il est tellement talentueux en fait que la foule a du mal à ne pas l'aimer. Et alors aussi très très petit souvenir, parce que comme je dis, hein, ça fait maintenant pas mal de mois que je fais les reviews. Vous savez, autant ce qui s'est passé au milieu, je sais pas trop, mais je me souviens très clairement de quand j'ai commencé en juillet à les faire. Mon premier show, ça a été un SmackDown, et je me souviens, je crois même que c'était dès le premier show, j'avais fait la remarque que quand Andrade fait son double moonsault, là où il fait le premier, il atterrit sur l'épée, il fait le deuxième, j'avais dit, ouais mais mes frérots, si tu fais ça à chaque match, bon, il suffit de regarder un de tes matchs pour savoir que si tu vas pour faire le moonsault, au lieu de rouler vers l'arrière, roule vers l'avant pour éviter le fait que tu places à chaque fois le deuxième. Bon, ça c'est une remarque, chaque fois que je vois, c'est pour la petite histoire, chaque fois que je vois Andrade faire ce moonsault, je repense à ma toute première télé reviews. Oh oui, que je dise pas de bêtises, c'était autour du 19 juillet 2024 peut-être. Le 19, oui, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'était ça. Oh oui, il y a toute une histoire derrière cette première review. Ah ou bel esprit. Et donc, mes amis, fin du match sublime, j'ai kiffé, où Shinsuke Nakamura retire le coin, Andrade se l'emplafonne, d'ailleurs, emplafonnement, terme technique très 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 utilisé à l'époque de la WS, emplafonnement, il s'emplafonne, bam, dans le coin, et Nakamura l'achève avec le Kinshasa derrière la tête. Oh oui, très très bon travail de heel qu'on n'a pas vu venir, surtout avec un très bon travail de la caméra qu'on n'a pas vu comment il a retiré le coin, mais en tout cas c'était bel esprit. Après le match, donc victoire de Nakamura, après le match, LA Knight arrive en courant pour essayer d'attaquer son adversaire à Survivor Series, et Shinsuke Nakamura, le mist en pleine gueule. Et alors, mes amis, alors petite histoire, je pense que je l'ai déjà dit sur une télé reviews, mais la dernière discussion que j'ai eue avec Triple H à NXT, j'en ai eu pas mal quand même, quelques-unes, au moins une bonne, peut-être une demi-douzaine d'entretiens avec Triple H. Le dernier que j'ai eu avec lui, c'était peut-être 2 semaines avant de me faire virer. C'était: j'ai besoin de plus de réalisme de ta part, et quand j'aurai ça, tu seras de retour sur mon show. Voilà ce qu'il m'avait dit. Et le problème, c'est que cette phrase est restée. Elle est restée parce que le réalisme, ça, c'est un truc qu'il disait souvent à NXT. Il disait souvent réalisme. Ok, d'accord, les amis. Parlons de réalisme, d'accord. Expliquez-moi, alors s'il vous plaît, si dans les commentaires, vous pouvez me soumettre une théorie qui tient la route dans le fait que comment un mec qui crache du mist, d'accord. Alors le mist, qu'on soit d'accord, c'est un liquide tellement corrosif, tellement acide qu'il vous brûle les yeux et vous pouvez rien voir, d'accord. Ok. Comment est-ce qu'un catcheur, et je précise parce que j'essaie quand même de rester un tant soit peu logique. Shinsuke Nakamura, c'est pas un mort-vivant, c'est pas l'Undertaker, d'accord, dans les storylines. L'Undertaker, c'était censé être un mort-vivant, d'accord. Donc là, oui, ok, lui, il peut cracher du mist, c'est entre guillemets un mort-vivant. Shinsuke Nakamura, dans les storylines, c'est quoi? C'est un être humain. À moins que j'ai loupé un épisode. C'est pas non plus comme le Great Muta, parce que le Great Muta qui lançait le mist au Japon, c'était censé être une sorte de démon à moitié pas trop humain, d'accord, ok. Nakamura, c'est censé être un être humain, un peu comme Tajiri d'ailleurs. Alors expliquez-moi comment c'est possible pour Nakamura de garder dans sa bouche un liquide acide et corrosif
et d'en avaler forcément, et d'être très bien. S'il vous plaît, si vous avez une théorie, dites-le moi dans les commentaires. Je sais que c'est du catch. Mais Paul Levesque voulait du réalisme à l'époque. Il est où le réalisme dans un mec qui crache du mist, je vous le redis, qui le garde dans la bouche, qui va en avaler, ça va rentrer dans ses glandes salivaires, je sais pas, ça va aller sur sa langue, ça va aller dans ses dents, ça va aller dans son palais, dans son nez. Et pourquoi lui il est nickel? Par contre le mec qui se le prend dans les yeux, il voit plus rien et il a besoin d'être ausculté par des médecins backstage. Je sais pas. Mes amis, si vous avez une théorie, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est une concoction à base de plantes qui n'a aucun effet sur les catcheurs asiatiques? Peut-être. Hein, c'est peut-être comme ça qui justifie le truc. Alors est-ce que c'est je repense à la vidéo de la Noah où c'était un truc de ouf. C'était comment? C'était Great Muta, je crois, il avait fait venir au monde sa fille en crachant le mist dans la cavité ovarienne d'une femme ou d'une catcheuse. C'est un segment qu'ils avaient eu il y a pas longtemps là sur YouTube, il était sorti. D'ailleurs la fille de Great Muta, alors je sais pas si c'est vraiment sa fille, mais elle est excellente hein, dans le ring, j'aime beaucoup son style à la Noah je crois et catch. Bon bref, ça pour dire. Est-ce que Great Muta, Nakamura, Tajiri aussi, ils boivent à longueur de temps du mist pour s'y habituer et que leur système immunitaire ne le combatte plus? Je sais pas. Mes amis, j'attends vos suggestions, j'attends vos commentaires, j'attends vos analyses et pas vos suppositions, vos théories, voilà, théories dans les commentaires. Oh oui, aidez-moi parce que là, je ne comprends pas. Oh non. Ensuite, mes amis, alors un autre super match. On a eu singles match entre Cody Rhodes et Carmelo Hayes. Alors tout de suite, on voit le passé de lutteur de Cody Rhodes, qui a fait de la lutte, si je dis pas de bêtises, à l'université, il me semble. Et dès le début du match, quand il tente de choper la jambe de Carmelo Hayes, bel esprit. Cody Rhodes, je le redirai dans la conclusion du match, mais c'est un lutteur complet dans le ring. Oh oui, et ça, respect total, je kiffe à fond. L'importance, mes amis, de la vente en catch. Tom Laruffa, l'analyste, oh oui. Là, on a eu un parfait exemple à la coupure publicitaire de l'importance de la vente en catch. Au lieu de voir un plongeon avant la pub, on voit le springboard kick de Cody Rhodes, je sais pas comment il appelle ça. Bref, il saute, il se retourne, boum, il fait un enziguri dans la gueule de l'adversaire. Et Carmelo Hayes, pas Ace, Hayes, Carmelo Caramel le prend super bien. Il le prend en faisant une chute en flip. Et en fait, la chute, l'action est tellement spectaculaire que ça équivaut à un plongeon. Et là, c'est le parfait exemple que quand on vend pour son adversaire et pour l'histoire du match et qu'on se donne à 100%, c'est la marque d'un grand catcheur. Rien que sur ce spot, Carmelo, oh oui, je te retire mon chapeau, bel esprit. Ça se voit que non seulement tu es passionné et que tu as capté c'est quoi le catch. Parce que si tu te donnes à fond pour faire briller ton adversaire, bon, techniquement lui aussi le fera. Et surtout, ça participe à l'histoire du match et c'est bel esprit. Et donc, comme je dis, c'est la marque d'un grand catcheur de comprendre ça et de faire ça. Regardez mes amis Mr. Perfect. Regardez Shawn Michaels. Alors oui, après les années 2000, mais encore plus dans les années 90, les deux, Mr. Perfect et Shawn Michaels, c'était, quand moi j'apprenais le catch, les gars qu'on me citait le plus pour regarder la vente. Regarder la vente et de se rendre compte que quand le mec tout simplement met son corps et sa santé littéralement en jeu pour vendre et pour faire briller l'offense de son adversaire et donc l'histoire du match, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant et oh oui, c'est bel esprit. C'est bel esprit parce on a eu donc un superbe match et un test passé avec brio pour Carmelo Hayes. Parce que le mec, il a montré quand même que, avec quelques années d'expérience et à la WWE, ça fait peut-être 2 ans qu'il y est, je crois. Le gars, il pouvait gérer et tenir tête au champion WWE. Bravo à lui. Bravo. Super match avec plein de faux finishes, belles actions, aucun loupé, super positionnement, super intensité, des gueules, du charisme. Oh oui. Et bravo aussi à Cody. Parce que le mec, comme je dis, voilà, c'est un catcheur complet et que même en tant que champion de WWE, il peut sortir des matchs de ouf, même sur un SmackDown. Oh oui, merci pour ce match, la WWE. On a eu 2 super singles matchs sur ce SmackDown, avec un segment d'ouverture assez pourri. Oh oui. Alors, maintenant, un segment qu'on attendait tous, c'était le segment avec Roman Reigns, Paul Heyman et CM Punk. Le segment tant attendu. Alors, tout de suite, bien sûr, on voit que le cadre et la production est top. C'est comme du cinéma. Oh oui, avec la petite musique en fond, tout le long du segment. Oh oui, c'est bel esprit. Alors maintenant, il faut s'attacher, il faut s'attarder, il faut analyser le segment en lui-même. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, mes amis. Déjà, le truc qui saute aux yeux, je parle sur le segment sur son ensemble, c'est que c'est incroyable de voir qu'avec 2 superstars comme Roman Reigns et CM Punk, de légende du catch, le mec qui ressort le plus du segment, le mec qui se dégage, la présence qu'on retient, c'est Paul Heyman.
C'est absolument incroyable. Ça montre que Paul Heyman est une légende et il se démarque pas juste avec son texte mais aussi avec sa position entre les deux, mais c'est par son jeu, par sa façon de parler, sa façon de se comporter. Monsieur Paul Heyman, respect total, parce que c'est vous qui avez volé la vedette à tout le monde dans ce segment. Oh oui, oh oui. Et donc là pareil, donc maintenant un peu plus dans le contenu du segment. Là je commence, alors personnellement, mais vous allez comprendre et je pense que vous allez un peu d'accord, je commence à avoir du mal avec Roman Reigns, parce qu'en fait Roman Reigns, le mec a complètement un comportement de heel. Et je pense très sincèrement que ça va finir par se retourner contre lui. Parce qu'en fait, s'il met pas de l'eau dans son vin, la foule se lassera de l'acclamer. Comment on peut acclamer un mec qui a la grosse tête, qui est mégalo, comment dire, alors mégalo, mais non, le mec qui pense que tout le monde est contre lui, qui est parano, voilà. Il est parano, mégalo et il est intolérant aussi. Il est intolérant, il supporte pas qu'on lui tienne tête, qu'on arrive en retard devant lui. Yo frérot, alors bon, attention, je sais que c'est son perso, je sais qu'il fait ce qu'on lui dit faire, mais le mec est censé être babyface. Et dans ce segment, j'ai pas du tout eu envie de m'impliquer émotionnellement dans son personnage, dans le sens de le soutenir face à Solo. Et pire mes amis, pire. J'ai presque envie maintenant de rejoindre le camp Solo. Parce que Solo a quitté Roman Reigns. Pourquoi? Bon oui, parce qu'il voulait le pouvoir, mais aussi parce qu'il disait que Roman Reigns était un tyran. Mais là, c'est exactement ce qu'on a vu dans ce segment. Et en fait, Roman Reigns, je vous redis, il a un comportement de heel. Et c'est ça, en fait, qui est grave. Parce que pareil, vous savez, maintenant, j'analyse, je fais des analyses en profondeur. Et de toute façon, on l'a vu hier dans la review de TNA. Pareil, je vous invite à aller la regarder parce que j'ai mis deux ou trois, j'ai mis le doigt sur 2 ou 3 points que même moi, avec le recul, que je regarde. En général, les grosses reviews, je les regarde au moins une fois pour voir un peu la vibe et voir les passages qui ont bien moussé. Et donc, bref, là, quand j'analyse, donc en analysant ce segment, je me suis rendu compte d'un truc. Roman Reigns, pourquoi il est babyface aujourd'hui? Tout simplement parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à l'écran. La foule, il manquait à la foule en tant que personnage principal du show, et donc la foule acclamait son retour. Mais le problème de Roman Reigns, c'est que depuis qu'il est revenu, il a pas changé son comportement. Il n'a pas changé ses promos, il n'a pas changé son comportement. Et ça, je vous redis, sur le moyen terme, ça va lui jouer. Alors, je sais, encore une fois, tout est prévu à la WWE, c'est qu'il y a forcément une idée derrière ça. Mais réfléchissez, remontons en arrière. Quand The Rock est passé babyface fin des années 90, le mec il a changé son comportement. Le Rock qu'on avait dans la Corporation, enfin le Corporate Nation, c'est ça, quand il était associé à Vince McMahon et à Nation of Domination, c'était pas du tout le Rock qu'on a eu en People's Champion. Le mec il a changé ses promos, il a changé son comportement, il a changé son jeu avec la foule, il a même changé son catch. Roman Reigns, il n'a pas changé. Il n'a pas changé depuis qu'il était chef de la Bloodline Heel. Donc, je redis, enfin, j'allais dire, c'est dommage. Non, bon, après, ils font ce qu'ils veulent, bien évidemment. Hein. Roman Reigns fait beaucoup plus d'argent que moi. Mais, moi qui regarde le produit et surtout qui l'analyse, Roman Reigns, c'est pas un babyface. C'est pas un babyface. Et encore moins dans ce segment, mes amis. Et donc, Punk aussi, alors Punk, pas aussi, c'est pas un heel ou un babyface, lui, pareil, il a été assez oubliable dans ce segment, parce que je redis, le centre du segment, c'était le Wiseman. Alors donc, parti de là, est-ce que ce segment a rempli sa mission, mes amis? Est-ce qu'il a rempli sa mission de rendre War Games intéressant et décisif? Alors oui, dans un sens, mais le problème, c'est que maintenant, en fait, l'enjeu de War Games, après avoir vu ce segment, c'est la faveur que Punk a demandé à Paul Heyman. C'est tout en fait. C'est tout. Parce qu'on sait que maintenant, pour faire ça, vu que Punk s'est investi dans le match, il a demandé en échange une faveur à Paul Heyman, et le segment se termine sur ça. C'est quoi la faveur qu'il t'a demandé? Attends. Et Paul Heyman lui répond, attends, d'abord on s'occupe de Wargames et après on en parlera. Donc en fait c'est comme si Wargames, selon on s'en bat les steaks et on veut savoir ce que CM Punk a demandé à Paul Heyman. Donc en fait le truc c'est, ouais, dans un sens, bon, ok, maintenant on a envie de voir si Punk va servir vraiment à quelque chose à Roman Reigns et si ça va vraiment apporter quelque chose de différent dans cette guerre de Bloodline contre Bloodline. Mais au final, donc je redis, l'enjeu maintenant il est centré sur Paul Heyman. Est-ce que c'est voulu, est-ce que ça l'est pas? Je sais pas, mes amis. Mais bon, c'est bizarre parce que au final, j'ai presque envie de dire, mis à part ce truc de la faveur que CM Punk a demandé à Paul Heyman, ben en fait, il n'y a aucune alchimie entre Roman Reigns et CM Punk au final. C'est juste, allez, pour une fois, on va s'associer exactement comme ils avaient fait avec Cody Rhodes il y a quelques pay-per-view ago. Yo, c'est dommage. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu y avoir un peu plus d'échange entre Roman Reigns et Punk plutôt que de rester chacun sur ses positions. Comme on dit en anglais, d'enfoncer ses talons dans la terre et de rien donner ni à l'un ni à l'autre.
Après, d'un autre côté, c'est une façon de booker et d'écrire la storyline qui est assez commune ces dernières semaines à la WWE. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de cliffhanger. C'est comme à la fin d'un épisode d'une série, on se dit tout de suite, waouh, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et là, en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est quoi là, cette faveur que Punk a demandé à Paul Heyman? On verra, mes amis, on verra. Mais pareil, c'est cette façon de laisser en suspens des mystères et des waouh, c'était quoi? C'est, je vous redis, ce qu'ils font depuis un an. C'est exactement comme quand The Rock il est parti et qu'il a mis un truc dans la main de Cody Rhodes et Cody Rhodes s'est mis dans la poche et on a dit wow, qu'est-ce qu'il lui a donné? Qu'est-ce que c'est? En fait c'est ça. Alors pareil, classique, hein, on n'arrête pas de dire oui, le booking sous l'ère Triple H est prévisible et répétitif. C'est vrai. Mais en attendant, on a eu quand même un segment à la production incroyable et le jeu des acteurs quand même était également très très bon. Il faut le souligner, mes amis. Après ça, on a eu un match assez rapide, un triple threat match pour le tournoi, pour le championnat américain féminin. Entre Piper Niven, Lash Legend et Michin. Alors Lash Legend qui arrive sans Shakara Jackson, un peu triste, mais c'est toujours bon de la voir à SmackDown, sachant qu'elle est excellente, oh oui, vu son niveau, et surtout 2 ans de catch, si je me souviens bien. Qu'on avait regardé son Wikimedia il y a quelques semaines. Super aussi de voir Piper Niven toujours en action, toujours sur le roster. C'est une ancienne de la WS, alors non pas qu'elle a été formée à la WS, à la Wrestling Stars, fédération française dont je mets tous mes matchs dans les TLRM tous les lundis soirs à 20h. Non, mais c'est juste qu'elle avait pas mal de fois catché pour nous, pour la WS, et franchement, elle avait déjà un super niveau à l'époque, et c'est super de voir comme ça des catcheuses qui ont payé leur dû, qui sont sur le circuit depuis 10-15 ans, et qui sont toujours sous contrat avec la WWE, parce qu'elle le mérite totalement. Michin se donne elle aussi à fond dans ce match, parce qu'elle a beaucoup approuvé au final, elle a beaucoup approuvé, dans le sens que elle n'est pas souvent à l'écran, elle n'a pas souvent de storyline, donc dès qu'elle a une opportunité, il faut qu'elle se donne à fond, et c'est ce qu'elle fait. Elle nous sort un superbe Asai Moonsault dans le match avec Sarah de Ring, oui. Alors par contre, petit commentaire, vous allez comprendre, de toute façon maintenant je pense que vous, à force de regarder les TLR Reviews et de m'écouter parler, de m'écouter déblatérer toujours les mêmes choses, yo, qu'est-ce qu'on a eu juste avant la pub? On a eu un magnifique, alors si je dis pas de bêtises, c'est bicycle kick, c'est ça. Un magnifique bicycle kick, boom, de Lash Legend sur Michin peut-être, Michin, il me semble. Et en fait, comme c'était la coupure pub qui allait arriver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met devant la foule et elle célèbre. Yo, alors, petite interro surprise. C'est un match pour se qualifier, pour gagner un titre majeur à la WWE, avoir une chance pour gagner un titre majeur à la WWE. Vous êtes Lash Legend, vous venez d'NXT, vous n'avez pas encore fait grand chose sur le main roster, vous mettez un magnifique bicycle kick, la meuf est presque KO. Qu'est-ce que vous faites? Le premier truc qu'il faut faire. C'est ça, bravo. Tentez un tombé pour tenter de gagner le match. Là, elle met le bicycle kick et après, elle se met à la caméra, elle célèbre. Non, meuf, fais un tombé 1-2 dégagement, boum, et après, là, tu célèbres. Ça t'aurait pris, allez, 2 secondes, 2-3 secondes en plus. Je suis sûr et certain que l'office t'aurait pas gueulé dessus. Ça, c'est clair et net. Les producteurs, au contraire, ils auraient fait, c'est très bien d'avoir fait le tombé juste après le bicycle kick. Parce que, et voilà, c'est tout. Et en fait, tu continues à raconter une histoire. Mais là, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est dommage. C'est un petit détail, mais qui aurait fait quand même beaucoup de différence. Aussi bien à la télé que dans les commentaires pour l'histoire qui est racontée. Et aussi pour les compliments que te donnent les producteurs après ton match. Oh oui, on en parlera dans des TLR Stories où, chaque fois qu'on finit un match, on a un feedback des producteurs, voire de Triple H lui-même, ou à l'époque, Vince McMahon. Donc en tout cas, bon, peu importe, malgré ce petit couac, on va dire, Lash Legend, je pense que l'office l'aime beaucoup, parce qu'elle a bien brillé dans ce match. Et à juste titre, la meuf, elle est très jolie, elle a un super physique, elle a du charisme, et elle a une force de fou. Elle soulève Piper Niven pour faire des prises, oh oui, bel esprit. Mais au final, c'est Michin qui se qualifie pour la demi-finale dans un bon petit match. Ensuite, on a eu, juste avant le main event, une bonne promo backstage, bien intense et bien sérieuse de LA Knight, qui fait comprendre qu'il va s'occuper de Nakamura. Oh oui, après s'être pris le Black Mist dans la gueule. Alors, c'est exactement comme quand je disais hier dans la review de TNA, Joe Hendry. Joe Hendry, il a des bonnes promos qui connectent avec la foule, mais elles ont une vibe pipi caca. Elles ont une vibe enfantine. Là, LA Knight, qui lui aussi, des fois, dans ses promos, est un peu en mode, allez, crowd pleasing, c'est-à-dire, il donne à la foule juste quelque chose pour avoir une pop, ok. Là, dans cette promo, le mec, il a montré de l'intensité et du sérieux, genre, maintenant, on rigole plus, maintenant, c'est personnel. Oh oui, c'est comme ça, mes amis, qu'on draw money. C'est comme ça qu'on donne de la crédibilité à un match et qu'on montre que l'issue du match, comme je disais avant, va être importante parce qu'il y a un enjeu. Et l'enjeu, là, c'est en tout cas que LA Knight, maintenant, c'est devenu personnel entre lui et Nakamura. Oh oui.
Donc très très bonne promo parce que ça montre aussi le talent d'un mec au micro qui est capable de faire de la comédie, du babyface, et quand il faut être sérieux et intense, il est capable de l'être. Oh oui, oh oui, et là je vous le redis mes amis, et surtout pour ceux qui font du catch ou qui veulent en faire, il faut être capable de faire toutes ces différentes couches de personnalité et d'émotion dans votre travail micro. Oh oui, oh oui. D'ailleurs c'est pas sûr, mais je crois bien qu'il y a un stage à la Rix coaché par moi, principalement orienté sur les promos, le 15 décembre, à confirmer avec l'office de la RIX. Mais en tout cas, voilà, un petit stage principalement orienté sur les promos. Ça va être très intéressant parce que c'est rare, ça d'ailleurs, les stages vraiment orientés, axés sur le développement du personnage. Il me tarde d'y être. Tout comme il me tardait de voir ce main event. Alors, main event pour déterminer qui aura l'avantage dans le War Games masculin entre Jey Uso et Jacob Fatu. Premier match one-on-one à la télé, j'imagine, parce que sur les live events, il a sûrement dû en avoir, de Jacob Fatu. Et c'est bel esprit. Pourquoi, en fait, en regardant Jacob Fatu, pareil, toujours esprit d'analyse, oh oui, oh oui, télé reviews, hashtag, yo, pourquoi, je me suis demandé, mais pourquoi c'est tellement naturel et c'est tellement, ça se fait tellement tout seul de voir et de considérer Jacob Fatu comme une superstar. En fait, franchement, c'est très simple. C'est parce qu'il a tout, le mec. Il a le physique, il a la gueule, il a la présence, il a le catch. Dans le ring, il est excellent. Et surtout, le mec prend son temps et travaille son personnage. Entre chaque prise, le mec, il s'arrête, il fait une grimace, il s'arrête, il avance doucement vers son adversaire. Et c'est ça le travail télé. Et c'est ça qui fait de vous une star. C'est pas d'enchaîner 50 000 prises comme le ferait un Ricochet ou un Will Ospreay. C'est de faire des pauses, faire un truc très simple, bam, qui claque bien. Et après s'arrêter et d'avoir un gros plan sur vos gueules. D'ailleurs, c'est pour ça, je le redis, observez bien. Si vous pouvez, aller retourner voir ce main event et regarder le travail des caméramens avec Jacob Fatu. Il n'y a que des gros plans sur sa gueule. Il n'y a que des gros plans sur sa gueule. Et je vous redis, c'est ça qui fait de vous une star, surtout quand vous passez à la télé. Parce que les gens voient que votre gueule, ils voient votre ring, ils voient votre travail de catcheur, ça oui, bel esprit. Mais franchement, ce qui fait de la monnaie, ce qui fait de l'argent, c'est les gros plans sur votre gueule. C'est pour ça que Randy Orton aussi est excellent. Faites attention à ça, vous verrez. Prêtez attention au travail de la caméra et vous verrez que dès qu'il y a des gros plans sur la gueule d'un gars, tout de suite on le voit vraiment beaucoup plus comme une star que si la caméra est loin, qu'on voit le ring en entier, qu'on voit des actions, le leapfrog, drop down, salto arrière et des prises spectaculaires. Oh oui, oh oui. Et d'ailleurs, donc, toujours en parlant de Jacob Fatu, le mec il est tellement intense que même en sortant des prises flashy de babyface avec des handspring, freaking moonsault, et après aussi un moonsault de la troisième corde et des super Samoan drop de ouf, en fait il est tellement intense que même la foule sait pas comment réagir envers lui. On sait pas, est-ce qu'on doit le huer, est-ce qu'on doit l'acclamer, s'il vous plaît aidez-nous, parce qu'en fait là on est perdu, le mec, on a l'impression de voir un bulldozer dans le ring, un loup-garou samoa, et on sait pas comment réagir, s'il vous plaît aidez-nous. Alors peut-être rajouter des chants dans la foule, comme ils avaient tendance à le faire récemment, là, en rajoutant des holy shit, ou en rajoutant des bruits de fond pendant les matchs féminins dont le public se battait les steaks. Mais bon, en attendant, bel esprit, c'était un super match, un excellent main event, qui laisse présager un bon gros match bien violent demain soir, avec l'avantage pour la Bloodline de Solo. Grosse victoire pour Fatu, il a un bel avenir devant lui. Parce que franchement, je vous redis, il a tout. Alors s'il était un peu plus grand, s'il avait 10 cm de plus et peut-être 30 kg de plus, alors là on aurait un Umaga numéro 2. Mais bon, après le but c'est pas d'avoir des remixes et des copies conformes de ce qu'on a eu dans le passé, non. Mais en attendant, Jacob Fatu, je suis persuadé qu'il aura un très bel avenir devant lui. Encore une fois, s'il fait pas de bêtises, s'il se refait pas arrêter par la police, parce que je crois qu'il avait eu des problèmes avec la justice, et si aussi, bien évidemment, il ne se blesse pas. C'est la base. Et d'ailleurs, donc, toujours, encore une fois, alors Jey Uso, excellent, bien sûr, comme d'hab, mais bon, on le connaît bien maintenant, pour continuer à faire mousser et terminer de faire mousser Jacob Fatu, ce booking très intelligent de bannir tout le monde du bord du ring. Alors oui, ça rentre dans la storyline, c'est sûr, pour vraiment décider qui allait avoir l'avantage, mais d'un autre côté, ça a permis à Jacob Fatu de briller à sa juste et entière valeur. Sans interférence, aussi bien d'un côté que de l'autre, on a vu un match 1 contre 1, Jey Uso, Jacob Fatu, et Jacob Fatu non seulement a dominé, mais a montré qu'il avait totalement sa place sur le roster WWE et surtout dans un main event de SmackDown du 29 novembre 2024 depuis Salt Lake City dans l'Utah. Utah, oh oui, oh oui. Mes amis, c'était WWE SmackDown. Donc maintenant, c'est parti avant la question. Remarque, non, je vais faire d'abord la question, après on fera les pronostics. Les pronostics de Survivor Series. Oh oui, oh oui. Alors, la question, c'est d'un habitué, de Pierre-Paul, avec un petit cœur blanc, dans un carré violet, dans une bulle violette. Tu me dis, Pierre-Paul, c'était dans une review TNA Impact d'ailleurs, justement, du 21 novembre, donc c'était la semaine dernière.
J'ai une question, Tom. Comment faire pour être un bon catcheur heel, pour que la foule vous hue à fond et qu'il ne vous laisse pas parler comme Dominique Mysterio? Comment faire pour atteindre ce niveau de hit avec la foule quand vous êtes un catcheur heel? Alors, j'ai pris cette question aussi, pourquoi? Parce que justement, on a beaucoup parlé du travail de heel ces dernières semaines dans les différentes télé-reviews. Alors, pour faire très très simple, mon ami, Pierre-Paul, déjà en catch, il faut comprendre une chose, c'est que le booking est très important. Si t'as pas une bonne storyline qui mousse bien et qui te présente bien comme heel, ou que t'as une storyline dont la foule se fout, ça va être dur de connecter. Ça, c'est le premier truc. Déjà, il faut la storyline, le booking et la mise en avant comme il faut. C'est comme dans un film. Si t'as pas de scène ou si dans des scènes tu dis rien, tu vas pas pouvoir briller à ta juste valeur. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, c'est si tu as cette opportunité, là, il faut avoir, alors, j'ai envie de dire le hit factor. Le hit factor qui fait que quand les gens te voient à l'écran, ils se disent, ce mec a quelque chose, ou cette meuf, elle a quelque chose. Si t'as pas ça, ça va être dur de connecter avec eux. Et le dernier élément, c'est bien évidemment, si tu as ce hit factor, il faut être convaincu de ce que tu fais. Il faut vivre tout ce que tu fais, le vivre à 100%, le vivre intensément, parce que si toi t'en es pas convaincu, la foule n'en sera pas convaincue. Donc il faut ces trois éléments. Il faut une bonne storyline, il faut du charisme, il faut ce hit factor, et si tu as ces deux-là, il faut que tu vives ce que tu fais. Parce que si c'est simulé, si c'est mal joué, ça va pas autant marcher que si vraiment tu le vis de l'intérieur. Alors, tu me cites Dominique Mysterio comme exemple. Oui, Dominique Mysterio, il a la storyline. Depuis 20 ans, on le voit à l'écran. Il a la gueule, tu le vois, t'es obligé de réagir. Surtout comparé à tous les autres superstars WWE, mais aussi, tu te dis, c'est le fils de Rey Mysterio, donc forcément, pareil, émotionnellement, t'es déjà connecté avec lui. Et il est quand même vachement bon dans le ring. Et en promo, on voit qu'il vit tout ce qu'il fait. En fait, t'as envie de le huer, et plus il te dit arrêtez de me huer, plus t'as envie de le huer. Donc ça, c'est top. Et maintenant, alors bon, je vais me comparer d'une certaine façon, parce que pareil, je parle de vécu, c'est aussi ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi sur la chaîne, c'est que vous commencez à me le sortir de plus en plus, que c'est super d'avoir l'expérience, et surtout, enfin, l'analyse et l'expertise. Voilà, l'expertise d'un gars qui a de l'expérience, au moins. Et donc, je vais comparer avec moi. Moi, en ce moment, une des storylines qui mousse le plus dans ce que je fais, dans mon art, dans mon body of work, c'est celle des francs-tireurs à la Rix. Et pourquoi, en fait, elle mousse de ouf? Parce que déjà, elle est super bien construite. Parce que le mec qui l'a construit, il est assez doué. Ensuite, j'ai envie de dire, par rapport à ma carrière, j'ai presque envie de dire, ma carrière est, en fait, le fait que j'ai toujours, d'une façon ou d'une autre, connecté avec les foules devant lesquelles j'étais. De toute façon, ça, c'est ce que j'avais vu à la WWE. À la WWE, je m'étais rendu compte que, en sortant devant une foule, si tu as ce hit factor, ils vont réagir quoi que tu fasses. Alors le hit factor, ça implique plein de choses, ça implique la gueule, ça implique la façon de se positionner, de marcher, l'aura qui se dégage de toi, le look également. C'est sûr que si tu arrives habillé comme un clampin, avec un t-shirt tout délavé, pourri, un jean qui ressemble à rien et des chaussures pourries, la foule ils vont s'en battre les steaks. Mais moi quand j'arrivais avec ma chemise en tigre, la chaîne en or autour du cou, les lunettes de soleil, l'huile sur les abdos, forcément tout de suite c'est ok, ce mec là c'est une star, tu vois. C'est ça qui est important. Et donc pour ce qui est, quand je fais les francs-tireurs, bah là, bon, le style vestimentaire est assez sobre parce que je suis un heel, mais ça va, il a quand même le style, notamment avec les super t-shirts qu'on a. Oh oui, oui. Et dernièrement, c'est vivre ce que tu racontes. Et c'est ça le truc qui est énorme, c'est que dans les francs-tireurs, au final, franchement, dans les francs-tireurs, dans la storyline des francs-tireurs, on dit énormément de vérité. Enfin, je dis principalement beaucoup de vérité. Et c'est ça, en fait, c'est cette fine line entre... Mais attends, est-ce que c'est du vrai ou c'est du faux? Et c'est comme un film, en fait. C'est comme un film. Quand vous faites un bon film, mes amis, un bon film, c'est quoi? C'est un film auquel on croit. Et qui est divertissant, bien sûr. Alors voilà, c'est exactement ça. Il faut une bonne histoire. Et voilà, c'est parfait. Parce que voilà, c'est parfait. Je vous dis, en fait, à vous parler dans les reviews, j'arrive à mettre les doigts sur plein de trucs qui, en fait, après, je vais les ressortir dans mes entraînements et dans mes stages. Oh oui, oui. Donc bref, ça pour dire, ce qui fait un bon heel et ce qui fait du bon catch, c'est ce qui fait un bon film. Une bonne histoire. Des acteurs avec des gueules et des looks qui correspondent à l'histoire que tu racontes, et un jeu, et donc ça veut dire un acteur, un catcheur qui croit et qui vit la scène qu'il joue. Oh oui, oui. Et c'est ça qui fait un bon heel, mon ami. Oh oui, oui, Pierre-Paul, merci pour ta question. Ah ouh. Donc mes amis, c'est parti, les pronostics de Survivor Series que je vais noter, comme ça au moins j'aurai tout dans le fichier bloc-notes, enfin le fichier page pour demain. Donc il y a 5 matchs. Petit row, mes amis. J'ai pas de boisson avec moi, j'ai la gorge très sèche, il va falloir que j'aille boire. Oh oui, oui, et préparer mon sac pour ce petit week-end qui se prépare ce soir à Marseille, soirée TPW Premium. Oh oui, oui, j'ai le bus tout à l'heure, en milieu d'après-midi.
Et demain, entraînement à la HCP, justement, pour les confirmer. Je pense qu'on fera des promos, justement, aussi, ce sera pas mal. Mais on va passer aussi du temps dans le ring. Ah, bel esprit. Donc, mes amis, il n'y a que 5 matchs, apparemment, pour ce Survivor Series. Moi, je pensais qu'il y en aurait 6 ou 7 sur les gros PLE, mais apparemment, il n'y en a que 5. Alors, à moins que j'en ai oublié un. Mais les matchs qu'ils ont récapitulés à ce SmackDown, à la fin du SmackDown, c'était premier match. LA Knight contre Shinsuke Nakamura pour le titre américain. Fou, là, c'est tendu, parce que il y a deux solutions. Soit on veut garder LA Knight, on veut lui faire conserver le titre parce qu'il vend beaucoup de merch. Soit Nakamura revient et pour pas foutre en l'air son retour, surtout dans ce nouveau perso, on le fait gagner en trichant. Allez, je mets Nakamura. Pourquoi? Parce que... Alors après, attention, pensons en 4 dimensions. C'est quoi le PLE qui suit? Le Great American Bash. Alors on aura un match revanche peut-être pour... le titre américain. Ouais, allez, c'est bon. C'est bon. Nakamura gagne en trichant. Alors, je mets Nakamura en trichant. J'ai marqué Nakamura. Nakamura en trichant. D'une façon ou d'une autre, avec le mist, bien sûr. Donc, LA Knight perd le titre. Et on a le match revanche à Great American Bash. Et en creusant les doigts, LA Knight le récupère au Great American Bash. Ça serait bel esprit. Oh oui. Ensuite, on a Gunther contre Damien Prêtre. Allez, je vois Gunther conserver. Je vois pas Damien Prêtre battre Gunther comme ça aussi facilement. Gunther conserve. Oh oui. Parce que pareil, on a le Great American Bash. Peut-être là, on trouvera un bon catcheur. Ou alors, est-ce que LA Knight conserve et défie Gunther? Non, Gunther, il est à Raw. Donc, il peut pas défier LA Knight. Ouais, non. Non, allez, Gunther conserve. Ensuite, Women's War Games, un match dont je me bats franchement les steaks. Mais j'ai envie de dire, comme je pense que la Bloodline de Roman Reigns va gagner le main event. Ah, remarque, non, s'il y a The Rock qui arrive. Ouh là, c'est tendu, mes amis. C'est tendu. Women's War Games. J'allais dire, c'est les heels qui vont gagner parce qu'ils ont les champions du monde avec eux. Mais avec Rhea Ripley, allez, non, on va faire gagner les Babyface. Babyface, parce que si Rhea Ripley perd, ben, elle fait quoi? C'est Superman, donc si Superman perd, elle fait plus rien. Donc allez, Babyface. Babyface gagne. Comme ça, au moins, ça donnera après une raison au Babyface pour aller challenger Liv Morgan et Nia Jax pour les titres de championne du monde. Oh oui. Sheamus contre Braun Breaker contre Ludwig Kaiser. Alors là, bah, je vais dire Braun Breaker. Allez, Braun Breaker, je le vois pas lâcher le titre encore une fois aussi rapidement parce que ça serait vraiment bizarre. C'est étant donné qu'il avait perdu son titre, je crois, au bout d'un mois contre Jey Uso. Ouais, je pense que Braun Breaker conserve avec éventuellement une feud qui continue entre Sheamus et Louis l'Empereur, Ludwig Kaiser. Et enfin, dans le main event, le Men's War Games. Et allez, solo. Non, alors, est-ce que si Roman Reigns gagne, et que le lendemain à Raw, The Rock se ramène, ou alors The Rock intervient dans le match et fait gagner solo, allez. On va aller, j'allais dire, avec ce que j'ai envie de voir, ce que le cœur a envie de voir. Alors, Seth Rollins intervient et il fait perdre CM Punk. Voire Bronson Reed. On sait pas trop. Pas mal. C'est bien en fait quand il y a tellement de possibilités qu'on sait pas ce qui va se passer. Ouais, allez, non, je pense que c'est Solo Sikoa gagne. La Bloodline de Solo Sikoa gagne et grâce à The Rock. Allez, on fait ça. Et je pense que si les victoires arrivent avec les stipulations que j'ai mises, c'est-à-dire que Nakamura gagne en trichant et Solo gagne grâce à The Rock, ça fait 2 points les amis. Oh oui, ça fait 2 points. Et c'était comme ça, les pronostics, la review de SmackDown et la question répondue. Donc mes amis, on se voit pour demain la review de Survivor Series. Alors quand est-ce qu'elle aura lieu? Bonne question parce que ça va être assez rempli la journée demain. Bon, dans tous les cas, elle sera là, je pense, dimanche soir. C'est quasiment sûr si j'arrive à la tourner dans la journée. Et je vais me démerder pour ça. Mais ouais, il faudra que je la tourne dans la journée, quitte à la faire après l'entraînement de catch. Oh oui, mes amis. Bon, en tout cas, elle sera là, allez. Si elle n'est pas là dimanche soir, mais j'aimerais qu'elle soit là dimanche soir, même si je vais... Mais tu sais quoi, elle sera là dimanche soir. Parce que même s'il faut que je la fasse à 23h quand je rentre en train depuis Avignon, c'est pas grave, je le ferai. Mes amis, oh oui, pour la chaîne, on se donne à fond. Merci à vous. Likez, abonnez-vous, partagez les vidéos, lâchez un commentaire. Oh oui, c'est bon pour le référencement. Et alors, petit update, non, je n'ai toujours pas filmé la TLR Stories numéro 4. Mais si je peux, je le fais aujourd'hui. Oh oui, il faut que je revoie encore le script. Il est quelle heure? Il est 10h moins 5. C'est peut-être jouable, mes amis. En attendant, mes amis, gardez le bel esprit. On se voit demain pour Survivor Series War Games. Oh oui, bel esprit. Ah